En tant que mon héritier, William hérite désormais des titres écossais qui ont une immense valeur à mes yeux. Le 15 décembre à 23h23 précises, dans une pièce éclairée seulement par une lampe et en présence de 5 personnes seulement, le roi Charles III a apposé sa signature sur un document qui allait bouleverser la monarchie britannique. Au réveil de Londres, le lendemain matin, l'ordre de succession, resté inchangé dans sa structure essentielle depuis près de 90 ans, avait été transformé d'une manière que la plupart des citoyens ne pouvaient encore saisir. Que s'est-il passé durant ces heures tardives? Qu'est-ce qui a bien pu contraindre un roi, après 70 ans d'attente, à renoncer à une partie de son pouvoir? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la famille royale la plus célèbre du monde? La réponse ne réside ni dans le scandale, ni dans les intrigues politiques, mais dans quelque chose de bien plus universel et de bien plus humain. Alors, Votre Altesse, si vous recouvrez la tête du roi de l'étole, la réalité du vieillissement, les limites du corps humain et la détermination d'un père à épargner à son fils le chaos qu'il a lui-même enduré. La signature de minuit. Imaginez la scène. Il est presque minuit à Londres. Décembre. Le froid s'est installé jusqu'aux eaux de la ville, tandis que des millions de personnes dorment, ignorant qu'un moment historique se déroule. Un petit groupe se réunit dans le salon bleu de Clarence House, un lieu que le roi Charles a toujours privilégié pour sa chaleur et son intimité. Mais l'atmosphère est loin d'être chaleureuse ce soir. La tension est palpable. On pourrait la couper au couteau. 5 témoins se tiennent en demi-cercle, immobiles et prudents. La princesse Anne, le visage impassible, dissimule ses émotions. L'archevêque de Canterbury, conscient d'assister à un événement dont l'écho traversera les siècles. Le Lord Chamberlain, gardien du protocole royal, un haut représentant du conseil privé. Et au cœur de tout cela, 2 hommes, père et fils, sur le point de signer un document qu'aucun des deux ne souhaitait vraiment. Charles prend la plume le premier. Ses lunettes de lecture captent la lumière de la lampe. Un bref instant, se main-plane au-dessus du document. À quoi pense-t-il à cet instant précis? Pense-t-il à sa mère, qui a travaillé jusqu'à sa mort à 96 ans? Se souvient-il du garçon qui a attendu toute sa vie pour devenir roi? Se demande-t-il si cela fait de lui un faible? La plume effleure le papier. Charles R. La signature est ferme, décisive. Chaque lettre est soigneusement tracée par la même main qui a signé des milliers de documents, mais jamais un comme celui-ci. Jamais une main qui restreint volontairement son propre pouvoir. Jamais personne n'avait reconnu sa propre mortalité aussi explicitement. C'est maintenant au tour du prince William. Plus tard, des témoins se souviendront de la main ferme de William, mais aussi du regard échangé entre le père et le fils avant qu'il ne signe. Un regard chargé de décennies d'histoires complexes, de devoirs et de fardeaux, d'amour et de sacrifices. William signe simplement. William, sans la solennité royale qu'il adoptera une fois devenu roi. Car il ne s'agit pas de s'emparer du trône. Il s'agit d'en partager le poids insoutenable, le crissement de la plume sur le papier, le tic-tac d'une horloge de cheminée ayant appartenu à la reine Élisabeth, le bruit du seau du Lord Chambellan se brisant dans la cire chaude, plus forte qu'il ne devrait l'être. C'est définitif et irrévocable. À 23h27, c'est fait. Mais qu'est-ce qui a été fait exactement? Qu'est-ce qui pouvait bien exiger un tel secret? Une telle cérémonie? Un tel tribut émotionnel? La vérité médicale. Personne ne voulait y faire face. Pour comprendre cette signature nocturne, il faut remonter 3 mois en arrière. Fin septembre 2025, lorsque les choses ont commencé à mal tourner. Tout a commencé par une fatigue intense, pas celle qu'on chasse après une bonne nuit de sommeil. Non, celle qui s'installe jusqu'aux os et refuse de partir. Le roi Charles, homme qui avait maintenu un rythme effréné pendant des décennies et qui s'enorgueillissait de son endurance, se retrouva contraint à des pauses l'après-midi plus longues que prévu. Les engagements qui autrefois le dynamisaient l'épuisaient désormais. Son médecin, Sir Hugh Winthrop, qui avait servi la famille royale pendant plus de 20 ans, remarqua que changement. Il demande des examens approfondis et, début octobre, il annonça une nouvelle qui allait tout déclencher. Les résultats n'étaient pas catastrophiques, mais ils étaient préoccupants. Le cœur de Charles présentait des signes de stress. Des signes précoces de fatigue vasculaire étaient apparus. Sa capacité à prendre des décisions complexes et soutenues commençait à montrer des signes de faiblesse sous une pression prolongée. Il ne s'agissait pas de démence, ni de déclin cognitif au sens traditionnel du terme, mais de quelque chose de plus subtil. Une baisse d'endurance affectant sa capacité à traiter des informations complexes lors de longues journées de travail. Imaginez un peu qu'on vous annonce cela.
Vous avez attendu toute votre vie, soixante Dixon, pour exercer ce métier. Vous l'avez enfin décroché à un âge où la plupart des gens sont retraités depuis longtemps. Et voilà que, à peine 3 ans plus tard, on vous annonce que votre temps pourrait être plus limité que prévu. Les paroles de Sir Hugh étaient cliniques, mais dévastatrices. Votre Majesté, vous pouvez continuer à exercer vos fonctions efficacement pendant un certain temps, potentiellement des années, mais nous devons être réalistes quant à la gestion de votre charge de travail et nous préparer à l'éventualité qu'à un moment donné, les exigences de votre rôle dépassent votre capacité à les assumer sans risque pour votre santé. Charles resta longtemps silencieux après cette conversation, le regard perdu dans le paysage écossais qu'il aimait tant. La question qui le taraudait n'était pas seulement d'ordre sanitaire, elle était aussi constitutionnelle. Voici le problème. Le droit successoral britannique a été conçu en 1936, après la crise d'abdication d'Édouard VIII. Ce système part du principe qu'un monarque est soit pleinement capable, soit totalement incapable. Il n'existe pas de juste milieu, pas de cadre pour une capacité partielle, pas de disposition pour une transition progressive. En 1936, des personnes mouraient rapidement de maladies qui sont aujourd'hui gérées sur plusieurs années. Il n'y avait pas de zone grise, mais la médecine moderne en a créé une, et le droit n'a pas suivi. Si Charles devenait incapable d'assumer ses fonctions, le système en place ne lui offrait que 2 options brutales. Abdiquer définitivement, avec tout le tumulte public que cela implique, ou être déclaré officiellement inapte, ce qui nécessitait des expertises médicales, l'intervention du conseil privé et la nomination d'un régent. Tout s'est déroulé sous le feu des projecteurs médiatiques. Aucune des 2 options ne permettait d'anticiper ce que les médecins de Charles prévoyaient comme le plus probable. Un déclin progressif, où certaines tâches resteraient gérables, tandis que d'autres deviendraient trop exigeantes. Aucune disposition légale ne permettait à un roi de se retirer partiellement, de déléguer certaines fonctions à son héritier tout en conservant d'autres, de le faire discrètement, avec dignité, sans faire de cette transition un spectacle. Charles avait vu sa mère confrontée à des questions similaires. La reine Elizabeth, déterminée à servir jusqu'à son décès, avait progressivement réduit son emploi du temps durant ces dernières années. Mais ces délégations étaient informelles, fondées sur un accord mutuel, et non sur un cadre légal. Et lorsqu'elle mourut, la transition fut soudaine, immediate, fruit d'années de planification. Charles ne voulait pas que sa propre transition dépende d'une mort subite ou d'une crise publique. Il désirait ce que sa mère n'avait jamais eu. Un mécanisme qui prenne en compte la réalité, qui permet un changement maîtrisé, qui protège l'institution et son fils de traumatismes inutiles. La conversation qu'aucun père ne souhaite avoir. Fin octobre 2025. Une promenade à Sandringham. Père et fils. Les feuilles d'automne crissent sous leurs pas, et une conversation qu'aucun des 2 ne désirait, mais dont ils savaient tous 2 qu'elle était nécessaire. Charles s'exprima avec prudence. « Je me débrouille pour l'instant, mais Sir Hugh a clairement indiqué que mes capacités déclineront probablement progressivement, et lorsque ce sera le cas, nous ne pourrons pas nous permettre de laisser le cadre constitutionnel être décidé en pleine crise. Nous devons planifier dès maintenant, tant que nous sommes encore en mesure de le faire avec réflexion. » La première réaction de William a été le déni. Peut-on lui en vouloir? Tu es en bonne santé. Papa, tu gères bien la situation. Cela paraît prématuré. Mais Charles secoua la tête, et à cet instant, William comprit. Il ne s'agissait pas d'abandonner. Il s'agissait d'amour, d'épargner à son fils le chaos qu'il avait lui-même enduré durant ces dernières années, où il avait vu sa mère s'épuiser au travail, littéralement jusqu'à la mort. Imaginez ce que Charles demandait. Imaginez le poids de cette demande. Il demandait à son fils de se préparer à un fardeau que Guillaume espérait ne pas avoir apporté avant longtemps. Il reconnaissait sa propre mortalité et sa fragilité, choix que les rois ont toujours refusé de faire. Il plaçait le devoir au-dessus de l'orgueil, le bien-être de son fils au-dessus de son propre désir de régner jusqu'à sa mort. La princesse Anne, impliquée dans les discussions début novembre, a été, comme à son habitude, très directe. C'est précisément la raison d'être de la planification successorale. Vous n'abdiquez pas. Vous assurez la continuité. Il n'y a pas de honte à cela. Mais Charles éprouvait de la honte, même s'il s'efforçait de ne pas le montrer. Il avait tant attendu, tant enduré, et voilà qu'il préparait un mécanisme pour se retirer en douceur du rôle même pour lequel il s'était préparé toute sa vie. Il avait le sentiment d'avoir échoué, même s'il savait intellectuellement que c'était de la sagesse incarnée. Durant tout le mois d'octobre et jusqu'en novembre, Charles chargea ses conseillers juridiques de rédiger un document sans précédent.
un mécanisme constitutionnel permettant une transition maîtrisée, un moyen pour William d'assumer progressivement les pouvoirs royaux. Si la santé de Charles l'exigeait, sans le drame d'une abdication ni le chaos d'une incapacité soudaine. Le document. William ne voulait pas lire le 12 décembre. Un courrier royal livre une épaisse enveloppe au palais de Kensington. Classification de sécurité maximale, réservée à l'usage exclusif de William. À l'intérieur, 2 documents. Un acte juridique officiel, le projet de protocole de régence transitoire, et une lettre personnelle de son père, manuscrite, d'une vulnérabilité que Charles s'autorisait rarement. « Mon très cher William », commençait-elle, « ce qui suit est difficile à écrire et le sera sans doute aussi à lire, mais c'est nécessaire, et je crois que vous comprendrez pourquoi. » Charles y décrivait avec une sincérité bouleversante sa fatigue, ses consultations médicales et la prise de conscience grandissante que sa capacité à servir pourrait être limitée par le temps et sa santé d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Il y évoquait des craintes et des frustrations que le roi n'exprimerait jamais publiquement. « Je ne sais pas combien de temps il me reste pour servir efficacement », avait écrit Charles. « Ce sera peut-être de nombreuses années. Il y en aura peut-être moins que je ne l'espère. Mais je ne peux en conscience laisser ces questions sans réponse jusqu'à ce qu'une crise nous y oblige tous deux. » William lut d'abord la lettre, puis le document juridique, puis il les reposa et fixa le vide. Sa première réaction ne fut ni le sentiment d'être préparé, ni celui d'avoir le devoir. C'était un refus. Il ne voulait pas de cette responsabilité. Pas maintenant, pas comme ça. L'idée d'assumer les pouvoirs royaux du vivant de son père, qui portait encore la couronne, lui semblait injuste, d'une manière qu'il ne parvenait pas à exprimer clairement. Catherine le trouva 1 heure plus tard, toujours assis dans le bureau qui s'assombrissait. « Il veut que je partage la couronne. » Dites finalement William, tant qu'il est encore en vie, tant qu'il est encore capable de gérer la situation. Est-il malade? Pas gravement, mais son état se dégrade progressivement, et il souhaite gérer la transition, tant qu'il est encore en mesure de prendre des décisions éclairées à ce sujet. Catherine y a réfléchi. Cela semble judicieux. William secoua la tête. On dirait que j'attends qu'il s'affaiblisse pour prendre sa place. C'est là que Catherine fit preuve de la force qui a fait d'elle une partenaire si stable face à toutes les épreuves que la vie royale leur a réservées. « Ce n'est pas ça, » dit-elle doucement. « Ton père essaie simplement de te protéger pour que cette transition ne se fasse pas dans la tourmente. Il te donne le temps de te préparer. » C'est un cadeau, pas un fardeau. On a l'impression que c'est les deux, aide Miss William. Vous imaginez? Votre père vous demande en quelque sorte de vous préparer à son déclin, d'accepter un système où vous prendrez progressivement sa relève de son vivant, où chaque nouvelle responsabilité vous rappellera qu'il n'est plus en mesure de l'assumer. Mais Catherine avait raison. Charles avait passé 70 ans à attendre, à regarder sa mère travailler jusqu'à sa mort en fonction. Il savait ce que cela lui avait coûté. Il savait ce que William en coûterait s'il faisait de même. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était l'amour d'un père pour son fils, un amour tel qu'il lui épargnerait le pire de ce qu'il avait lui-même enduré. Après 2 jours de consultation avec des experts constitutionnels, après 2 nuits blanches à réfléchir à la gravité de la situation, William a demandé une rencontre avec son père pour le 14 décembre. Il s'agissait d'expliquer pourquoi la loi devait changer. Avant de revenir sur cette rencontre, il est essentiel de comprendre pourquoi cela était si nécessaire. Pourquoi le droit en vigueur était-il si dangereusement inadapté aux réalités médicales du 21e siècle? Le cadre juridique de la monarchie britannique était resté pratiquement figé depuis 1936. Conçu dans le contexte d'une crise constitutionnelle, il visait à éviter une nouvelle situation comme celle d'Édouard VIII, à garantir que l'abdication nécessite l'approbation du Parlement et que la succession demeure parfaitement claire. Mais en 1936, rien ne pouvait prévoir la révolution médicale qui allait se produire au cours des 90 années suivantes. À cette époque, les dirigeants étaient soit pleinement compétents, soit incompétents. Il n'y avait pas de zone grise, pas de déclin prolongé que la médecine moderne puisse endiguer et maîtriser. Des personnes mouraient rapidement de maladies qui nécessitent aujourd'hui des traitements de plusieurs années. D'ici 2025, cette vision binaire était dangereusement obsolète. Songez au passé récent. Combien de dirigeants mondiaux avons-nous vus aux prises avec un déclin de leurs facultés alors qu'ils étaient encore en fonction? Combien de fois nous sommes-nous demandé s'ils étaient encore aptes à prendre de telles décisions? Combien de crises constitutionnelles avons-nous évité de justesse parce que des dirigeants vieillissants se sont accrochés trop longtemps au pouvoir? La monarchie ne pouvait se permettre d'attendre une telle crise pour révéler les failles de sa loi successorale.
Voici ce qui a rendu la situation encore plus complexe. Charles n'était pas seulement le roi de Grande-Bretagne. Il est le monarque constitutionnel de 15 royaumes du Commonwealth. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque et 11 autres. Chacun possède sa propre structure constitutionnelle. Toute modification des règles de succession devait être coordonnée entre tous les royaumes. Dès 2T24, ces derniers avaient commencé à s'informer discrètement sur ces scénarios précis. Que se passe-t-il si le monarque rencontre des problèmes de santé de longue durée? Et si ses capacités déclinent progressivement plutôt que de disparaître brutalement? L'incapacité du palais à fournir des réponses claires a révélé un problème systémique. La princesse Anne a insisté avec le plus grand soin pour une action immédiate. On ne peut gouverner en se fondant sur l'espoir. On ne peut présumer que vous resterez pleinement capable jusqu'à une mort subite. La réalité médicale a évolué et notre cadre constitutionnel doit en tenir compte. L'équipe juridique a dû relever des défis extraordinaires. Elle devait élaborer un texte juridiquement contraignant pour 15 systèmes constitutionnels différents, suffisamment clair pour éviter toute ambiguïté, suffisamment souple pour s'adapter à diverses situations, et formulé avec soin afin qu'il ne soit pas interprété comme un aveu de faiblesse de la part de Charles ou comme une préparation à l'abdication. Ce qu'ils ont créé était révolutionnaire par sa simplicité. Premièrement, cela ne nécessitait pas de déclaration formelle d'incapacité. Au contraire, cela permettait au monarque de transférer volontairement certains pouvoirs constitutionnels à l'héritier. Si un avis médical suggérait qu'un tel transfert servirait mieux la stabilité de la couronne, la décision resterait entièrement du ressort du monarque, mais fondée sur la réalité médicale, plutôt que sur des pressions politiques. Deuxièmement, le transfert pourrait être partiel et progressif. Guillaume pouvait assumer certains pouvoirs, comme l'accueil de visites d'État, ou la conduite de cérémonies d'investiture, tandis que Charles en conservait d'autres, telles que les audiences hebdomadaires avec le premier ministre ou l'approbation de certains documents officiels. Cela reconnaissait que les compétences ne sont pas binaires, qu'une personne peut être compétente dans certains domaines, tout en éprouvant des difficultés dans d'autres. Troisièmement, et surtout, ce mécanisme était réversible. Si la santé de Charles se stabilisait ou s'améliorait, il pourrait être rétabli dans ses pouvoirs. Il ne s'agissait pas d'une abdication déguisée en mesure de gérer sa santé, mais bien d'une véritable flexibilité constitutionnelle. Début décembre, le document était prêt. La réunion qui allait entériner la décision eut lieu le 14 décembre au soir à Clarence House, dans le même salon bleu où la signature se déroulerait finalement. Charles avait libéré 2 heures de son agenda. Cette conversation exigeait du temps et de l'espace. William commença prudemment. « J'ai lu le document et votre lettre. Je comprends pourquoi vous estimez cela nécessaire. » Il marqua une pause. « Mais je ne veux pas paraître pressé. Je ne veux pas que les gens pensent que je vous écarte. » Charles se pencha en avant, le visage doux mais sérieux. « Tu n'as jamais convoité ma place. William, tu as assumé ton rôle avec autant de réticence que de devoir. Personne qui te connaît ne pourrait croire que tu me cherches des noises. » « Alors, que croiront-ils, Dore? » demanda William. « Que vous êtes trop faible pour continuer. Que la couronne s'effondre? Ils le croiront parce que nous leur dirons clairement que nous modernisons le système de succession, que nous prenons en compte les réalités que la médecine a rendues essentielles. Il n'y a pas de honte à cela. » La conversation se poursuivit pendant plus d'1 heure. Charles expliqua la situation médicale. William exprima ses craintes quant à une prise de pouvoir prématurée et progressive, au cours d'une conversation franche comme il est rare qu'un père et son fils puissent en avoir. Ils parvinrent à une compréhension mutuelle, pas encore à un accord, mais à une compréhension mutuelle. Au moment de partir ce soir-là, William n'avait pas encore accepté de signer, mais il avait consenti à y réfléchir sérieusement. Charles, lisant sur le visage de son fils, comprit que cette réflexion mènerait à l'acceptation. Non pas que William le souhaitât, mais parce qu'il comprenait, comme Charles, que la couronne l'exigeait. 2 jours plus tard, le soir du 15 décembre, William retourna à Clarence House avec Catherine. Sa décision était prise et, bien que douloureuse, bien qu'il eût l'impression de vivre dans l'ombre de son père, avant même que celui-ci ne s'en soit complètement affranchi. Il comprenait que c'était le devoir. La cérémonie, l'histoire s'en souviendra, eut lieu à 22h45 le 15 décembre. Tout était prêt. Le salon bleu avait été aménagé avec un soin particulier, alliant formalité et intimité. Un bureau, un acajou, emprunté aux archives du palais et ayant traditionnellement servi à la signature de traités, trônait au centre. 2 fauteuils se dressaient devant lui et derrière, un espace était prévu pour les témoins. La princesse en arrive à la première, ponctuelle comme toujours.
Un bref baiser sur la joue pour Charles, et un regard interrogateur qui, sans un mot, demandait « En êtes-vous certain ?» Un léger hochement de tête de Charles confirma son approbation. L'archevêque de Canterbury arriva ensuite, conférant une dimension spirituelle à la procédure constitutionnelle. Le Lord Chambellan arriva porteur des sceaux officiels. Dame Margaret Whitmore, représentant le conseil privé, veillerait au strict respect des exigences constitutionnelles. Le prince William arrive à 22h58, accompagné de Catherine. Elle attendrait dans une pièce voisine, suffisamment près pour que William sache qu'elle était là, tout en respectant le fait que la signature elle-même ne devait concerner que les personnes ayant des fonctions constitutionnelles officielles. Charles et William restèrent un instant debout ensemble, père et fils, Roy aide héritier, partageant un silence chargé de décennies d'histoires complexes. Puis Charles désigna les chaises et les deux hommes s'assirent. L'archevêque s'avança. Commencions par un moment de prière. La bénédiction fut brève mais profonde. Une demande de sagesse, de force et de guidance divine pour les deux hommes qui s'apprêtaient à accomplir cet acte solennel. À la fin de la séance, le Lord Chambellan présenta officiellement le document en lisant à haute voix son titre. Protocole de régence transitoire, établissant des procédures révisées pour le transfert des pouvoirs royaux en cas d'incapacité partielle ou progressive du souverain. Le langage était bureaucratique, volontairement aride, mais tous les présents en comprenèrent le sens. C'était Charles qui reconnaissait sa propre mortalité et sa fragilité. C'était William qui acceptait un fardeau qu'il espérait porter bien plus tard. Charles prit la plume le premier. Il relut une dernière fois le document, ses lunettes reflétant la lumière de la lampe. Lorsqu'il commença enfin à signer, un silence de mort s'installa. Le crissement de la plume sur le papier semblait assourdissant dans ce silence. Charles R. La signature était ferme. Chaque lettre avait soigneusement contribué à la rédaction de milliers de documents antérieurs, mais celui-ci était différent. Celui-ci changeait la relation fondamentale entre un roi et son héritier. Charles posa sa plume et regarda William. Leurs échanges furent complexes, mêlant excuses, espoir, tristesse et pragmatisme. William comprit alors que son père n'abandonnait pas. Il donnait à William les moyens de prendre la relève avec élégance si cela s'avérait nécessaire. C'était, en quelque sorte, un acte d'amour. William prit la plume. Se souviendront plus tard des témoins, était stable. Il relut les passages une dernière fois, puis il signa William. Non pas avec la signature royale qu'il aurait apposée en tant que roi. Il ne s'agissait pas de s'emparer du trône, mais d'en partager le fardeau. Une fois les deux signatures apposées, le Lord Chambellan apposa le sceau officiel en l'enfonçant fermement dans la cire rouge préparée à cet effet. Le bruit du sceau brisant le silence sembla résonner dans la pièce. Definitif, irrevocable. Les témoins signèrent ensuite Dame Margaret, l'archevêque et la princesse Anne. Au moment où Anne signait, elle fit quelque chose que les témoins ont plus tard noté dans leur déposition. Elle posa brièvement la main sur l'épaule de Charles, un geste si inhabituel qu'il en disait long. Charles leva la main et recouvrit la sienne de la sienne. Un moment de solidarité fraternelle qui reconnaissait des décennies de devoirs partagés et de respect mutuel. L'archevêque a donné une dernière bénédiction. Que Dieu vous donne la force nécessaire pour les jours à venir, la sagesse dans l'exercice de vos fonctions et la paix, sachant que vous servez une cause qui vous dépasse. À 23h27, c'était terminé. Le lendemain matin, le service de presse du palais de Buckingham a publié le communiqué à 7 heures précises le 16 décembre, un horaire choisi pour être diffusé dans les journaux télévisés britanniques du matin, tout en tenant compte des fuseaux horaires du Commonwealth. Le langage était prudent, mesuré, conçu pour informer sans alarmer. Mais en quelques minutes, la déclaration était analysée par des constitutionnalistes de toute la Grande-Bretagne. La première réaction ne fut pas l'inquiétude, mais la curiosité. À mesure que journalistes et juristes décryptaient les détails, le tableau d'ensemble se dessinait. Il ne s'agissait pas d'une simple question administrative. C'était une restructuration fondamentale du fonctionnement de la succession. Le changement clé portait sur la régence transitoire, permettant un transfert partiel et volontaire des pouvoirs sur la base d'un avis médical plutôt que d'une décision politique. Si les médecins de Charles estimaient que certaines obligations royales devenaient trop exigeantes, William pourrait les assumer sans que Charles n'abdique ni ne soit déclaré inapte. La réaction du public, mesurée sur les réseaux sociaux et par des sondages éclairs réalisés tout au long de la matinée, a été très positive. 79% des Britanniques interrogés ont approuvé cette décision, beaucoup soulignant qu'il était judicieux que Charles anticipe plutôt que d'attendre une crise.
Seuls 11% ont exprimé leur inquiétude, principalement quant à savoir si ces changements laissaient présager une santé plus fragile que ce qui était publiquement connu. Le palais a rapidement réagi en publiant un communiqué complémentaire à 10 heures. Sa Majesté demeure en bonne santé et pleinement apte à remplir ses fonctions. Ce protocole a été mis en place par mesure de précaution et non en réponse à une urgence médicale. Dans l'ensemble du Commonwealth, les réactions ont varié, mais sont restées globalement positives. Le Canada a salué la clairvoyance du roi. En Australie, les républicains ont profité de l'occasion pour plaider en faveur d'une rupture totale avec la monarchie. Mais même là-bas, les sondages ont montré un soutien majoritaire. La première ministre néo-zélandaise, qui avait demandé en privé des éclaircissements sur ces questions précises plusieurs mois auparavant, s'est dite soulagée de l'existence désormais du protocole. La couverture médiatique américaine, fidèle à son habitude, a été confuse. Plusieurs grands médias ont eu du mal à expliquer ce que signifiait la régence dans un contexte monarchique, certains annonçant même, à tort, que Charles avait abdiqué. À midi, des rectifications avaient été publiées et une analyse plus nuancée avait émergé. Mais voici ce que la plupart des médias ont omis, tant en Grande-Bretagne qu'à l'étranger: la portée profonde de l'action de Charles. Il ne s'était pas contenté de moderniser les procédures juridiques, il s'était attaqué à la tension fondamentale au cœur de la monarchie moderne, le conflit entre l'importance symbolique d'un souverain à vie et la réalité pratique du déclin du corps et de l'esprit. Un déclin que la médecine peut désormais ralentir, mais non empêcher. Pendant des siècles, les monarques sont morts en fonction, faute de choix. La médecine moderne a instauré le choix, mais le droit constitutionnel n'avait pas suivi le même rythme. Le protocole de Charles visait à combler cette lacune, à créer un mécanisme de transition encadré qui respecte à la fois le besoin de continuité de l'institution et le besoin de dignité de l'individu. Quelles seront les conséquences pour l'avenir? William, informé de la couverture médiatique du matin au palais de Kensington, éprouvait un mélange complexe de soulagement et d'appréhension. Le public avait accueilli la nouvelle avec calme, ce qui était positif. Mais il comprenait aussi que l'existence de ce protocole influencerait désormais toutes les spéculations futures concernant la santé de Charles. Catherine exprima son inquiétude à voix haute. Désormais, à chaque fois qu'il annulera un engagement, on se demandera si c'est le début de quelque chose. William hocha la tête d'un air sombre. C'est le prix de la transparence. Nous avons reconnu que ses capacités pourraient décliner. Désormais, chaque signe de ce déclin sera amplifié. Mais l'alternative, a rétorqué Catherine, serait d'attendre qu'une crise force la transition. Au moins, il y a un plan. Et c'est bien là l'essentiel, n'est-ce pas? Ce document ne signifie pas que Charles démissionne demain. Il ne signifie pas non plus que sa santé se détériore de façon catastrophique. Cela signifie que le moment venu, que ce soit l'année prochaine ou dans 10 ans, un cadre sera en place. Pas de crise constitutionnelle, pas de session parlementaire d'urgence, pas de spectacle public d'un roi déclaré incapable, juste une transition maîtrisée et digne, fondée sur la réalité médicale plutôt que sur une fiction juridique. Plus tard dans la matinée, William assista à un petit déjeuner de travail avec Charles Anne et de hauts conseillers constitutionnels. L'atmosphère était sérieuse, axée sur les modalités de mise en œuvre et la coordination au sein du Commonwealth. Mais derrière ces discussions de procédure, une nouvelle dynamique se dessinait. Charles et William n'étaient plus simplement rois et héritiers. Ils étaient désormais partenaires constitutionnels, unis par un document reconnaissant que la transmission du pouvoir entre eux n'était plus une lointaine possibilité théorique, mais une réalité concrète pouvant se concrétiser à tout moment. La princesse Anne, observant le changement subtil dans les relations entre son frère et son neveu, s'accorda un instant de satisfaction. Pendant des années, elle avait milité pour ce type de planification stratégique. Le fait d'en voir le déroulement a conforté sa conviction que la monarchie avait survécu non pas grâce à un respect rigide des traditions, mais grâce à une adaptation réfléchie. Le soir venu, alors que l'attention médiatique se portait sur d'autres sujets, le palais avait réussi à faire évoluer la perception du public. Le protocole de régence transitoire faisait désormais partie intégrante du cadre constitutionnel britannique, avait été accepté par le Parlement, coordonné à l'échelle du Commonwealth et bénéficiait d'un large soutien populaire. L'importance des changements était considérable. Ce soir-là, William était assis dans son bureau au palais de Kensington, examinant les documents relatifs aux engagements du lendemain. Le poids des changements survint plus profondément en lui. La couronne qu'il porterait un jour s'était rapprochée, non par la mort de son père, mais grâce à la sagesse de ce dernier qui avait anticipé son incapacité.
Ce n'était pas l'héritage qu'il avait imaginé, mais peut-être, pensa-t-il, était-ce celui dont la monarchie moderne avait besoin. Ni abdication spectaculaire, ni succession soudaine, mais une transition mesurée, planifiée avec soin et exécutée avec dignité. Catherine le trouva là 1 heure plus tard, le regard perdu dans l'obscurité de décembre. « Tu réfléchis trop », dit-elle doucement. William esquissa un sourire. « Risque du métier », dit-elle en se rapprochant de lui. Leurs épaules se frôlèrent dans le silence apaisant d'une relation qui avait résisté à toutes les épreuves de la vie royale. « Votre père vous a laissé du temps », ajouta-t-elle. « Il est temps de se préparer. Il est temps de mûrir pour ce qui va arriver. C'est plus que ce que reçoivent la plupart des héritiers. » William savait qu'elle avait raison. Charles, qui avait attendu 70 ans, avait offert à son fils ce qu'il n'avait jamais reçu lui-même. Une accession progressive au trône, plutôt qu'un coup de massue. Préparer plutôt que gérer la crise, privilégier le partenariat plutôt que le remplacement brutal. C'était, comprit William, peut-être le plus beau cadeau que son père aurait pu lui faire. Non pas la couronne elle-même, qui lui reviendrait de toute façon un jour, mais le cadre nécessaire pour y accéder sans se détruire lui-même ni détruire l'institution. Que signifie réellement la signature de minuit? Revenons donc à notre point de départ. 23h23, le 15 décembre. Une plume posée sur du papier, une signature qui allait bouleverser l'histoire constitutionnelle. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? En apparence, une simple formalité juridique. La signature d'un document modernisant les protocoles de la Régence pour les adapter aux réalités de la médecine moderne. Mais au-delà des apparences, il y a quelque chose de plus profond. Un père qui choisit d'épargner à son fils le chaos qu'il a lui-même enduré. Un roi qui reconnaît que la force réside parfois dans la conscience de ses propres limites. Une famille qui restructure la transmission du pouvoir, non par la mort ou une crise, mais par la sagesse et la planification. Charles n'a pas affaibli la monarchie ce soir-là. Il n'a pas diminué la couronne. Il l'a adaptée. Il a reconnu que la position la plus puissante en Grande-Bretagne, peut-être même au monde, symboliquement parlant, est toujours occupée par un être humain. Un être humain qui vieillit, qui se fatigue, dont le corps, malgré tous les soins prodigués, finira par décliner. Plutôt que de faire semblant du contraire, plutôt que de s'accrocher à des conceptions dépassées d'un monarque régnant jusqu'à ce que son état physique l'en empêche, Charles a tracé la voie à suivre. Une voie pour que l'institution survive à l'inévitable fragilité humaine de ceux qui portent la couronne. Songez à ce dont nous avons été témoins. Une innovation constitutionnelle susceptible de redéfinir le fonctionnement des monarchies pour les générations à venir. La reconnaissance du fait que la médecine moderne a soulevé de nouvelles questions éthiques et pratiques quant au moment opportun pour les dirigeants de se retirer. Un cadre que d'autres nations, monarchies et démocraties confondues, pourraient étudier face à des problématiques similaires liées au vieillissement des dirigeants. Le document signé à 23h23 le 15 décembre a bouleversé bien plus que de simples procédures légales. Il a transformé la relation entre père et fils, entre roi et héritier, entre présent et avenir. Et si le public ne saisira peut-être jamais pleinement la portée émotionnelle de ce bouleversement, ceux qui en ont été témoins, ceux qui l'ont signé et ceux qui en subiront les conséquences le comprennent. La couronne ne s'est pas affaiblie, elle s'est adaptée, et c'est dans cette adaptation que réside sa survie. Mais maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que Charles a pris la bonne décision? D'autres monarchies, voire des gouvernements démocratiques, devraient-ils adopter des cadres similaires pour la succession de leurs dirigeants vieillissants? Comment concilier le respect de l'expérience et la reconnaissance des limites humaines? Que feriez-vous à la place de William, voyant votre père préparer son déclin tandis que vous vous apprêtez à assumer son rôle? Et surtout, que nous révèle cette situation sur l'avenir de la monarchie au 21e siècle? Est-ce que le début d'une approche plus humaine et plus réaliste de la succession? Ou est-ce que le signe que l'institution elle-même peine à s'adapter aux réalités modernes? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce débat est essentiel, non seulement pour la Grande-Bretagne et le Commonwealth, mais pour tous ceux qui s'interrogent sur le leadership, le vieillissement et la manière de gérer les transitions de pouvoir avec dignité et élégance. La signature apposée à minuit le 15 décembre a bouleversé bien plus que le droit successoral. Elle a transformé notre conception même de la fonction de dirigeant et de nos devoirs envers ceux qui occupent les plus hautes fonctions et envers leurs successeurs.